Pour ce café, nous recevons Éliane Duluth de l'Université d'Ottawa. Bonjour Éliane. Bonjour Marc, merci de me recevoir cet après-midi. Tout le plaisir est pour nous. Alors, c'est un peu grâce à une autre collègue que tu es là, puisque tu faisais partie du jury de thèse de Fabienne Renard, hein. Mais tu peux peut-être te présenter un petit peu. Alors, je sais que tu as beaucoup voyagé. Tu es québécoise au début de l'histoire, et puis tu te retrouves finalement en Ottawa. C'est pas si loin que ça, mais c'est quand même très différent. Mais entre les deux, tu as fait pas mal de déplacements. Absolument, j'ai fait un long parcours en fait pour arriver en Ontario. J'ai commencé en fait mon parcours au niveau doctoral aux États-Unis, Ah bon? donc en banlieue de Chicago. Parce que j'étais intriguée, en fait, par la question des systèmes d'imputabilité, de toute l'implication au niveau des directions, au niveau de la communauté, du travail qui était fait, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui faisait en sorte qu'on acceptait d'avoir des enjeux aussi élevés sur les écoles à faible performance. Tu veux dire fermer des écoles, par exemple? Oui, fermer ou virer des directeurs? Virer des directeurs, changer la vocation d'une école. Donc, j'avais vraiment envie de creuser la question de l'imputabilité, finalement. Et donc, ce qui fait que ma thèse a porté sur une réforme systémique en mettant l'accent davantage sur la question de l'accountability. Et après ce voyage donc, dans le nord des États-Unis, tu n'as pas terminé ton voyage, tu as poursuivi? Alors, j'ai continué la thèse, mais j'ai eu le plaisir, en fait, de travailler pendant 2 ans à l'UCL, où j'ai continué à faire un travail avec Xavier Dumais et avec Vincent Duprier sur les questions du pilotage par les résultats, et notamment à découvrir le système francophone belge à travers les échanges qu'on a eus pendant que j'étais ici, comme assistante à la FOPA, en fait, pendant 2 ans. Et donc, ça te fait aussi quelqu'un qui connaît bien les États-Unis, enfin, en tout cas, une certaine partie des États-Unis, et puis la Belgique francophone. Et puis, c'est pas fini. Non, tu retournes au pays. Je retourne au pays pour terminer ma thèse. Donc, à ce moment-là, je sens encore le besoin d'apprendre parce qu'à travers les parcours, à travers les échanges de personnes qui sont de différentes communautés scientifiques, qui ont différentes façons de comprendre les enjeux politiques, on découvre beaucoup, en fait, différentes facettes de problématiques, en fait, dans les systèmes scolaires. Et donc, je suis partie pendant 9 mois à l'Université de Genève pour le postdoc, où j'ai travaillé, en fait, au niveau de la formation des cadres scolaires. Donc, encore un système de plus. Et puis, c'est pas encore fini, puisque tu retournes finalement pas vraiment au Québec. Tu vas chez les voisins, les Ontariens, et là, c'est pas la même histoire non plus. Ah non, et j'arrive, en fait, comme professeur. Et là, je découvre un autre type de système de reddition de comptes, d'imputabilité. Alors, ça prend assez de temps, en fait, pour comprendre les subtilités d'un système et de vraiment comprendre qu'est-ce que ça implique, en fait, au niveau de la gestion d'une école et quels sont, en fait, tous les rouages d'un système comme celui de l'Ontario, mais comme n'importe quel système, en fait, qu'on essaie de bien maîtriser. Ouais. On pourrait choisir plein de sujets, mais on en a choisi quelques-uns pour ce café. Il y en a un qui surprend beaucoup, qui d'ailleurs n'est pas le même en Ontario qu'au Québec, c'est la professionnalisation des enseignants, la reconnaissance de cette professionnalisation, notamment à travers un ordre des enseignants. Oui, et je vous avoue que quand je suis arrivée comme nouvelle professeure à la faculté, on avait une évaluation qui était faite par l'ordre professionnel, en fait, qui venait voir nos plans de cours, qui révisait en fonction des normes de la profession pour qu'on obtienne notre agrégation. Donc, ça m'a permis de voir, en fait, l'objectif qui est la professionnalisation des enseignants, mais également les normes d'exercice. Donc, 5 normes d'exercice qui font partie également de notre réflexion quand on élabore nos cours pour la formation initiale auprès des enseignants. Donc, cet ordre professionnel, on va dire, des enseignants, régule aussi ce qu'on va donner à manger pendant la formation initiale à ces futurs enseignants. C'est eux qui vont aussi s'assurer que vous, Université d'Ottawa, par exemple, vous êtes dans les clous et que ce que vous faites, c'est bien ce qui est attendu pour former de vrais professionnels. Oui, en termes de priorité, en fait, des attentes au niveau, moins peut-être, je vous dirais, au niveau curriculaire, mais on a une certaine marge de manœuvre, mais il y a tout de même un souci d'être aligné aux besoins de la profession.
Et donc, oui, on est attentif à ces dimensions-là au niveau des normes que l'on met en place. Mais c'est une profession exigeante vis-à-vis de sa formation initiale, mais je me suis laissé dire qu'elle est exigeante aussi vis-à-vis de ses membres, puisqu'on peut perdre sa qualité d'enseignant en Ontario. Absolument. Il y a une procédure, en fait, l'ordre, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont gérées localement par la direction, mais il y a aussi des mesures disciplinaires qui peuvent être prises et considérées par l'ordre professionnel. Et donc, c'est à ce moment-là où il va y avoir des étapes qui vont être prises par l'ordre et c'est eux qui vont redonner, en fait, le droit d'exercer la profession en Ontario, aussi, tout dépendant de la gravité de l'acte qui va avoir été reconnu. Mais y compris si on ne continue pas à se former, par exemple, on peut perdre son statut d'enseignant en arrêtant de se former. Je ne pourrais pas vous garantir qu'on peut perdre son... Mais ça fait partie des attentes, en fait, clairement explicitées dans les normes professionnelles de l'ordre des enseignants. Donc ça, c'est très étonnant. Pour des Belges, c'est aussi très étonnant pour des Québécois, puisque je pense qu'ils n'ont pas voulu aller dans cette voie. Non, absolument. Ah oui, d'accord. Alors, il y a un autre volet dans le pilotage, puisque c'est bien de ça qu'il est question, et dans la thèse et dans notre discussion, le fonctionnement, la gestion, le leadership dans un système piloté. Il y a l'OCRE. Alors, nous, on dit l'OCRE, O-Q-R-E. C'est quoi cette histoire? Donc, ça a été ma première fascination, en fait, quand je suis arrivée en Ontario, parce que, bon, j'avais encore les lunettes de l'intérêt de l'imputabilité de la reddition de comptes. Et puis, le rôle de l'OQRE ou l'OCRE, tout dépendant de la manière. Donc, ça a été créé en 1993 et c'est un organisme paragouvernemental. Et donc, c'est vraiment l'organisme qui est en charge de concevoir, d'administrer et de faire les suivis au niveau des tests standardisés et des résultats des performances des écoles et des conseils scolaires en Ontario. Donc, ce n'est pas directement le gouvernement qui est en charge de la mesure de ce qui se passe dans le système? Non, bien qu'on ne peut pas dire qu'un travaille sans l'autre, dans le sens où les programmes cadres de l'Ontario, donc les niveaux de rendement, sont associés également à ce qui va être évalué dans les tests standardisés par la suite. Contrairement à nos voisins québécois, l'évaluation, en fait, n'est pas aussi fréquente en Ontario. Donc, on va avoir une évaluation en 3e et en 6e année et on va avoir des évaluations qui sont peut-être plus significatives en 9e et en 10e année. Donc, en 9e année, qui compte environ pour 10 de la note de l'élève, donc en mathématiques. Et puis, en 10e année, où là, on va s'assurer, en fait, du niveau de littératie de la personne pour l'obtention du diplôme. D'accord, mais le diplôme, c'est en 12e année. Le diplôme, c'est en 12e année. Donc, ça laisse des chances tout de même à l'élève que ça n'ait pas la conséquence de ne pas pouvoir terminer ses études. D'accord. Donc, ça compte pour une partie seulement et on a 2 années encore pour se refaire d'une certaine manière. Absolument. D'accord, d'accord. Donc, ce n'est pas un examen terminal, c'est une évaluation qui arrive en 10e année. Mais qui conduit à l'obtention du diplôme. OK, d'accord. Et oui, tu l'as un peu dit, le gouvernement, l'autorité fixe les standards en quelque sorte, et cette OCRE donc, va être chargée de la mise en œuvre de la mesure. Oui. C'est en cela que les deux, forcément, travaillent ensemble. Oui, absolument. De concert. OK, d'accord. Bien. Et l'idée d'évaluer, c'est quelque chose qui passe bien, mal, qui est habituel, mais c'est une vieille histoire. Donc, comment ça se passe dans les établissements? Je ne pourrais pas généraliser à l'Ontario. Donc, je pense que les directions, celles du moins que j'ai côtoyées, sont à l'aise avec le fait d'avoir des données qu'elles jugent étant valides, c'est-à-dire qu'elles ont une mesure. Maintenant, il y a la question de la temporalité des évaluations, donc à quel point on peut utiliser que ces sortes de données-là. Donc, on va parler d'évaluation formative également. On va parler des travaux des élèves comme une autre source de données qui permettent en fait de trianguler pour avoir un portrait plus complet de ce qui se passe dans les écoles. Est-ce que l'évaluation est contestée? Je n'ai pas cette impression-là qu'on remet toute la question de l'évaluation en question. Mais est-ce que ça existe une certaine pression quand on se retrouve sous suivi parce que notre école est moins performante? Je dirais que les quelques enseignants qu'on a interrogés nous disent que oui, ils sentent quand même qu'il y a une pression parce qu'on veut les accompagner, changer des pratiques, puis que ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a aussi cette notion de suivi rapproché, comme dans notre modèle belge francophone.
francophones. Donc quand ça décroche un peu par rapport à ces évaluations, on peut alors encadrer davantage les écoles? Oui, donner du soutien, en fait, de l'accompagnement pour voir sur une année qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une école dont les élèves auraient des taux de réussite très faibles en mathématiques, par exemple, comment on peut aider l'équipe école à améliorer leurs pratiques. D'accord. Donc c'est perçu plutôt comme une aide que comme une sanction? C'est perçu comme une aide, mais ça peut être aussi une forme de pression quand on n'avait pas Bien sûr. nécessairement en priorité cette voie-là pour l'amélioration sur une année avec son école. Mais ce qui change aussi par rapport à notre modèle à nous, qui est assez hypocrite, hein, donc qui est très très concurrentiel. On veut choisir la bonne école avec différents modèles de ce que serait la bonne école, mais on ne publie aucun résultat. C'est même très encadré légalement pour qu'on ne puisse pas publier des résultats. Ce n'est pas le cas chez vous. On a des résultats. Oui, mais on n'a pas des résultats individualisés. On a plus les résultats au niveau de l'école qui sont disponibles, mais il faut savoir où aller les chercher. Donc, on a des rapports de résultats. Généralement, ce qu'on va avoir, c'est un portrait sur l'état des résultats dans la province, par exemple. Donc, c'est là où ça peut être plus facilement accessible. Il y a eu des positionnements à savoir est-ce qu'on rend facile la disponibilité au niveau micro, donc au niveau de l'école, mais jamais au niveau de l'élève. Oui, non, bien sûr. Ça, mais donc, on peut trouver, en cherchant un peu, des informations sur l'établissement scolaire où pourrait aller mon fils ou ma fille. Oui. Alors, il y a également un outil qui s'appelle Trouver son école, où on peut avoir de l'information, en fait, des données sociodémographiques et différentes informations sur l'école. Donc oui, il y a un choix d'informer finalement sans mettre une pression comme les league tables en Angleterre. Donc c'est une information, mais il faut aller la chercher. Et elle est disponible, mais elle n'est pas aussi pressurante, elle ne passe pas dans les tabloïds. Et... Non. Non, okay. Alors, tu as parlé d'imputabilité à plusieurs reprises. On n'a pas encore défini ce que c'est. C'est quoi cette idée d'imputabilité? C'est une excellente question. Puis je pense que c'est l'important, la distinction qu'on veut faire entre être responsable puis être imputable. L'idée, c'est de permettre à la personne de prendre sa part de responsabilité pour les actions qui sont posées. Et c'est pour ça que j'aime bien faire la distinction entre responsabilité et imputabilité, parce qu'une personne peut être responsable, mais qu'on ne la rend pas imputable des actions qu'elle va poser. Et ça, c'est l'aspect qui devient, où on va un peu plus loin, en fait. C'est de dire, ben oui, on estime que tu es une personne responsable, tu es professionnelle, mais aussi tu es imputable des actions que tu vas poser. Et donc, ça a certaines implications où on va aller un peu plus loin. Et c'est là où on va dire, ben, on va rendre des comptes dans la mesure où les actions qui sont posées sont peut-être questionnables à ce moment-là. Mais les sanctions restent très faibles. Les sanctions restent tout de même pas avec autant d'enjeux que ce qu'on retrouverait aux États-Unis, par exemple, effectivement. Maintenant, à savoir, est-ce que entre les pressions qui sont exercées par le système, c'est-à-dire les intentions d'avoir des conséquences pour les écoles et la pression perçue, tout est dans aussi l'interprétation et l'usage qu'on fait des résultats par les personnes impliquées. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que d'un point de vue de la pression perçue, pour certaines personnes, on met de la pression, sans nécessairement que ça soit voulu d'une volonté politique, mais parce qu'on veut que les élèves réussissent, parce qu'on veut qu'ils atteignent les résultats. Donc, on va peut-être miser davantage dans le discours de l'importance de prendre telle direction plutôt qu'une autre. D'accord. Et alors, comme chez nous aussi, on essaye d'informer dans un système, d'autant plus qu'on ne veut pas un système où on donne une injonction et puis c'est exécuté comme à l'armée, c'est pas ça l'idée. Donc quand on est dans un système complexe, comme un système éducatif, comme votre système éducatif, ça amène à diffuser énormément alors de documents, d'outils, de support. Et je crois que dans les derniers travaux que tu as menés, tu as travaillé sur ces aspects-là, comment on organise un peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Alors, en fait, c'est que j'étais partie dès ma thèse, en fait, sur l'idée des réformes systémiques et comment, on a parlé tout à l'heure d'alignement et comment on coordonne les actions, les activités au niveau des différents paliers de gouvernance. Donc, qui fait en sorte qu'on travaille tous dans le même objectif, en ce cas-ci, la réussite scolaire. Donc, ça veut dire au niveau du conseil, ça veut dire au niveau des écoles.
On parle beaucoup des individus, mais moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est qu'on parle aussi des instruments d'action publique qui viennent avec l'idée de l'orientation politique, des transformations qu'on veut mettre dans le système et qui nous amènent à considérer quel alignement des instruments pourrait favoriser l'appui, disons, des acteurs scolaires ou des acteurs systémiques dans la transformation des systèmes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a répertorié sur une période d'une vingtaine d'années tous les différents documents qui avaient été produits par le ministère de l'Éducation autour des enjeux d'équité et d'excellence. Et on a voulu, en fait, répertorier les types d'instruments qui avaient été utilisés, notamment parce que un des constats que j'avais fait dans ma thèse, c'est que même si on voudrait en fait être dans l'accompagnement, l'amélioration des pratiques, c'est souvent pas suffisant, mais que ça prend un certain niveau de pression ou d'influence, un certain équilibre entre la pression et le soutien pour amener les changements. Et donc, en gardant cette lentille-là, si on regarde les instruments d'autorité versus les instruments de renforcement des capacités, alors quels sont les choix et les combinaisons qui nous amèneraient à avoir une meilleure combinaison qui pourrait atteindre les finalités des réformes? Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on s'est dit, d'abord, on va regarder les instruments qui sont disponibles, comment ces instruments-là peuvent avoir changé au fil du temps parce qu'on apprend aussi à travers les réformes qu'on met en place, et comment ça peut nous informer sur la cohérence, l'alignement des actions dans le système. Donc, ce que tu appelles l'alignement, c'est la cohérence à la fois temporelle, par rapport à un système qui évolue, auquel on assigne de nouveaux objectifs, on précise les objectifs, mais c'est aussi la cohérence entre les différents niveaux que tu évoquais, entre le pouvoir de décision politique et puis la mise en œuvre dans l'école et puis les étages intermédiaires. C'est cette idée de cohérence-là. Oui, ou tout simplement de regarder, par exemple, si ma volonté au niveau politique, c'est d'atteindre le bien-être, d'atteindre l'équité, un peu comme ce que je vous parlais ce matin. Bien, à ce moment-là, est-ce que quand je regarde les instruments qui sont mis en place, ils travaillent dans la même direction, ou du moins de façon complémentaire pour arriver à atteindre cette finalité-là? Et est-ce que c'est perçu aussi comme complémentaire et pas comme divergent? Parce qu'on sait chez nous qu'on cherche toujours la petite bête, on essaie de trouver la différence. Et vous voyez, ça ne va pas. Là, c'est vraiment comment on peut faire en sorte qu'on donne cette impression de tirer dans la même direction. Oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on est sur le point de publier, c'est qu'il y a deux façons de comprendre la cohérence. Il y a un point de vue plus rationnel, technique, d'un point de vue systémique. Donc, on se retire un peu puis on regarde qu'est-ce qui est fait concrètement. Mais il y a aussi la question subjective qu'on ne peut pas ignorer, en fait. Et donc, si on veut savoir d'un point de vue, si on voulait partir puis se dire, on réfléchit à notre système, qu'est-ce qu'on peut revoir, qu'est-ce qu'on peut améliorer, on pourrait recommencer juste un point de vue rationnel de l'alignement, mais après ça, aller voir, je pense, effectivement, la question de la perception qui est subjective, mais au moins on a un croisement dans notre façon de comprendre ces deux aspects-là. Eh bien, merci Eliane pour ce petit éclairage. On pourrait encore discuter très très longtemps à la fois du sujet et puis de ce qui se passe en Ontario. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des Ontariens, donc merci pour cette présentation. Et on retrouve donc en dessous de la vidéo toutes les informations concernant les publications à venir. Et donc ça permet comme ça aux auditeurs d'être informés de ce que tu fais concrètement. Merci. Merci à toi.